L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, en faisant ses adieux à sa mère, la fille remarque quelque chose d'étrange et interrompt les funérailles. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans une banlieue chic de Paris, une maison élégante se dressait, enveloppée par l'odeur enivrante des roses du jardin soigneusement entretenu. C'était là que vivait Chloé Dubois, une petite fille de 9 ans aux yeux pétillants et au sourire contagieux. Sa vie semblait tout droit sortie d'un conte de fées moderne. Chloé descendit les escaliers en courant, ses cheveux blonds volant derrière elle. « Maman! Papa! Regardez ce que j'ai dessiné !» s'écria-t-elle en agitant une feuille de papier. Amélie, sa mère, leva les yeux de son livre et sourit tendrement. « Montre-moi ça, ma chérie, dit-elle en prenant le dessin. C'était un portrait de famille, avec Chloé au centre, entourée d'Amélie et de Robert, son beau-père. Robert entra dans la pièce, les yeux brillants d'affection. « Oh, c'est magnifique, ma petite artiste !» s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de Chloé. Mais derrière ce tableau idyllique se cachait une histoire plus complexe. Chloé n'était pas la fille biologique de Robert. Son vrai père, Étienne Lefebvre, était décédé dans des circonstances tragiques lorsqu'elle n'avait que 3 ans. Ce soir-là, alors que Chloé était bordée dans son lit, elle demanda à sa mère, « Maman, raconte-moi encore l'histoire de papa Étienne. » Amélie s'assit sur le bord du lit, son visage s'adoucissant avec une pointe de tristesse. « Ton père était un homme extraordinaire, Chloé. Il venait d'une famille aisée qui possédait une grande entreprise de charcuterie. Mais ce n'est pas ce qui le rendait spécial. C'était son cœur, son amour pour nous. »« Il te manque, maman ?» demanda Chloé, ses yeux grands ouverts dans la pénombre. Amélie caressa doucement la joue de sa fille. « Oui, ma chérie. Mais je suis reconnaissante pour les moments que nous avons partagés, et surtout pour le cadeau qu'il m'a laissé, toi. » Ce que Chloé ne savait pas, c'est que son héritage était bien plus que des souvenirs. Étienne avait laissé une fortune considérable à sa fille, dont elle ne pourrait disposer qu'à sa majorité. Pendant ce temps, dans le bureau en bas, Robert feuilletait des documents, son visage illuminé par l'écran de l'ordinateur. Il tomba sur le testament d'Étienne et ses yeux s'assombrirent. « Tant d'argent, murmura-t-il, et tout pour cette gamine qui ne se souvient même pas de lui. » Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'atmosphère était légère et joyeuse. Chloé dévorait ses croissants tout en parlant avec enthousiasme de son prochain spectacle de danse à l'école. « Maman, tu viendras me voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la bouche pleine de miettes. Amélie rit doucement. « Bien sûr, ma chérie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Robert intervint, « Et moi aussi, je serai là. Je suis sûr que tu seras la meilleure danseuse sur scène. » Chloé rayonna de bonheur, inconsciente des ombres qui se profilaient à l'horizon. Car derrière les sourires et les câlins se cachaient des secrets qui menaçaient de faire éclater ce bonheur en 1000 morceaux. Plus tard dans la journée, alors que Chloé était à l'école, Amélie reçut un appel mystérieux. Elle s'enferma dans la cuisine pour répondre, sa voix à peine audible. « Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur, chuchota-t-elle, le visage pâle. Je vous en prie, ne dites rien à personne. Je vais m'en occuper. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. Robert, qui passait par là, remarqua son trouble. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il, une lueur étrange dans les yeux. Amélie força un sourire. « Oui, oui, tout va bien. Juste, un appel du travail. » Mais dans sa tête, les pensées tourbillonnaient. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que des dangers insoupçonnés menaçaient sa famille. Elle devait protéger Chloé à tout prix. Ce soir-là, alors que Chloé dormait paisiblement, ignorante des tourments qui agitaient les adultes, Amélie prit une décision. Elle sortit une vieille boîte à bijoux de son placard et en tira un anneau serti d'un diamant étincelant. « Je suis désolée, Étienne, » murmura-t-elle en caressant le bijou. « Mais je dois le faire. Pour Chloé. » Elle glissa l'anneau dans un compartiment secret de son sac à main, priant pour que son intuition soit fausse. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la vie parfaite qu'elle avait construite pour sa fille était sur le point de voler en éclats. Alors que la nuit enveloppait Paris de son manteau sombre, les secrets et les mensonges se tissaient comme une toile d'araignée autour de la famille Dubois.
L'enfance dorée de Chloé touchait à sa fin, et les ombres du passé s'apprêtaient à ressurgir avec une force dévastatrice. Le soleil se levait sur Paris, ses rayons dorés caressant les toits de la ville endormie. Mais pour Chloé Dubois, ce jour qui s'annonçait allait être le plus sombre de sa jeune vie. Amélie, sa mère, s'était levée tôt ce matin-là. C'était son 38e anniversaire, et elle avait prévu une grande fête avec ses amis. Elle embrassa tendrement Chloé sur le front avant de partir. « Je serai de retour bientôt, ma chérie. N'oublie pas, on a une surprise pour toi ce soir, murmura-t-elle avec un clin d'œil complice. Chloé, encore endormie, sourit faiblement. Bon anniversaire, maman. Je t'aime. Ce furent les derniers mots qu'elle prononça à sa mère. Quelques heures plus tard, alors que Chloé était à l'école, le téléphone sonna à la maison. Robert, le beau-père de Chloé, décrocha. Son visage se décomposa au fil de la conversation. Non. Non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il, sa voix tremblante. J'arrive tout de suite. Il se précipita à l'école de Chloé, son cœur battant la chamade. Lorsqu'il arriva dans la cour de récréation, Chloé jouait avec ses amis, inconsciente du drame qui venait de frapper sa famille. Chloé appela Robert, sa voix brisée par l'émotion. La petite fille se retourna, son sourire s'effaçant instantanément à la vue du visage grave de son beau-père. « Qu'est-ce qui se passe, papa Robert ?» demanda-t-elle, la peur commençant à s'insinuer dans sa voix. Robert s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Chloé, ma chérie. Il s'est passé quelque chose de terrible. Ta maman. Elle a eu un accident. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'horreur. « Non. Non, ce n'est pas vrai, » cria-t-elle, secouant violemment la tête. Robert la prit dans ses bras, ses propres larmes coulant librement. « Je suis désolé, ma puce. Tellement désolé. » Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard de chagrin et d'incrédulité. La grand-mère de Chloé, Madame Dupont, arriva en larmes, serrant sa petite fille contre elle comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. « Ma petite Chloé, » sanglota-t-elle. « Ma pauvre petite. » Le jour des funérailles arriva, gris et froid malgré le soleil d'été. L'église était remplie de gens en noir, leurs visages marqués par la tristesse et l'incompréhension. Chloé, vêtue d'une robe noire qu'elle détestait, se tenait droite comme un i, refusant de pleurer. Devant le cercueil ouvert de sa mère, Chloé sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Amélie semblait dormir paisiblement, son visage pâle et serein, comme si elle allait se réveiller d'un instant à l'autre. « Maman, » murmura Chloé, sa voix à peine audible. « Réveille-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » Mais Amélie ne se réveilla pas, et Chloé sentit une partie d'elle-même mourir à cet instant. La cérémonie se déroula dans un brouillard de chagrin. Les gens défilaient, offrant leurs condoléances, mais pour Chloé, leurs mots sonnaient creux. Elle n'entendait que le battement sourd de son cœur brisé. Robert semblait inconsolable, pleurant sans retenue près du cercueil. « Ma chérie, pourquoi m'as-tu quitté ?» gémissait-il, attirant la sympathie de tous les présents. Mais au milieu de son chagrin, Chloé remarqua quelque chose d'étrange. Un détail qui n'aurait pas dû être là. Quelque chose qui allait tout changer. Alors qu'elle s'approchait du cercueil pour dire un dernier au revoir à sa mère, ses yeux se posèrent sur la main de Robert. Et là, brillant sous la lumière tamisée de l'église, se trouvait une bague qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le temps sembla s'arrêter. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Chloé. La veille de sa mort, sa mère lui avait montré une bague, un cadeau spécial qu'elle comptait offrir à une femme dans le besoin. Une bague qu'elle avait cachée dans un compartiment secret de son sac à main. Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. Comment cette bague pouvait-elle se retrouver au doigt de Robert? Une terrible suspicion commença à germer dans son esprit. Soudain, tout devint clair. Les regards furtifs, les conversations à voix basse, l'étrange appel téléphonique que sa mère avait reçu quelques jours avant sa mort. Tout prenait un sens sinistre. Chloé sentit une rage froide monter en elle. Sans réfléchir, elle se mit à crier, interrompant la cérémonie. « Assassin !» hurla-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Robert. « Tu as tué ma mère !» Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Chloé, puis vers Robert, dont le visage était devenu livide. « Ch Chloé, ma chérie, de quoi parles-tu » balbutia-t-il, tentant de garder son calme. «
Mais Chloé ne se laissa pas démonter. « Cette bague » cria-t-elle. « C'était le cadeau secret de maman. Comment as-tu pu l'avoir si tu ne l'avais pas tué ?» Le chaos éclata dans l'église. Les gens commencèrent à murmurer, à pointer du doigt. Robert, acculé, tenta de s'expliquer, mais ses mots sonnaient faux. C'est alors qu'un homme en uniforme de police s'avança. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix grave, je vais devoir vous demander de me suivre. » Tandis que Robert était emmené, Chloé s'effondra dans les bras de sa grand-mère, secouée de sanglots. La vérité avait éclaté, mais à quel prix? Ce jour-là, dans cette petite église parisienne, l'enfance de Chloé prit fin brutalement. La vie qu'elle avait connue n'existait plus, remplacée par un monde de mensonges et de trahison. Mais au milieu de ce chaos, une petite lueur d'espoir brillait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait finalement triomphé. Dans les ruelles étroites du vieux Paris, un jeune Robert Mercier marchait d'un pas rapide, le col de son manteau relevé contre le froid mordant de l'hiver. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutaient les environs avec une intensité presque malsaine. Il s'arrêta devant une élégante maison de ville, observant les fenêtres illuminées avec un mélange d'envie et de ressentiment. C'était la demeure de son cousin, Étienne Lefebvre, l'héritier de l'empire de charcuterie familiale. Robert serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Depuis toujours, il avait vécu dans l'ombre d'Étienne, le fils prodige, le préféré de la famille. Un jour, murmura-t-il pour lui-même, tout cela sera à moi. Un flashback nous ramène des années en arrière, dans la grande maison familiale des Lefebvre. Le jeune Robert, alors âgé de 12 ans, observait avec jalousie son cousin Étienne qui recevait les éloges de toute la famille pour ses résultats scolaires exceptionnels. « Mon fils, tu feras de grandes choses », déclarait fièrement l'oncle de Robert, en posant une main affectueuse sur l'épaule d'Étienne. Robert, dans un coin de la pièce, serrait les dents. « Et moi, mon oncle ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ne suis-je pas aussi votre neveu ?» L'oncle se tourna vers lui, un sourire forcé aux lèvres. « Bien sûr, Robert. Tu es comme un fils pour nous. Mais comprends que l'entreprise familiale, c'est le destin d'Étienne. » Ces mots s'étaient gravés dans l'esprit de Robert, alimentant une rancœur qui ne cesserait de grandir au fil des ans. Retour au présent. Robert, maintenant jeune homme, avait été accueilli dans la maison d'Étienne et de sa femme, Amélie, après leur mariage. Il jouait le rôle du cousin reconnaissant, mais au fond de lui, la jalousie le consumait. Un soir, alors qu'Étienne et Amélie étaient sortis, Robert se faufila dans le bureau de son cousin. Ses doigts tremblants parcoururent les documents sur le bureau, s'arrêtant sur un contrat d'assurance vie au nom d'Étienne. « Une fortune, murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Tout cela pourrait être à moi. » C'est à ce moment qu'Amélie entra dans la pièce. « Robert ? Que fais-tu ici ?» Il se retourna brusquement, cachant le document derrière son dos. « Je cherchais juste un stylo, balbutia-t-il. Amélie le regarda avec suspicion, mais n'insista pas. « Étienne et moi avons une nouvelle à t'annoncer. Rejoins-nous dans le salon. » Le cœur battant, Robert suivit Amélie. Étienne les attendait, un large sourire aux lèvres. « Robert, mon cher cousin, commença-t-il, Amélie est enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Le monde de Robert s'effondra. Un héritier. Toutes ses chances de mettre la main sur la fortune des Lefebvre s'envolaient en fumée. Il força un sourire. « C'est merveilleux », parvint-il à articuler, tout en sentant une rage froide monter en lui. Les mois passèrent, et la petite Chloé naquit. Robert observait avec un mélange de fascination et de dégoût la façon dont ce petit être accaparait toute l'attention et l'amour de la famille. Puis vint le jour fatidique. L'accident à l'usine qui coûta la vie à Étienne. Robert se trouvait sur les lieux ce jour-là, et certains employés jurèrent plus tard l'avoir vu près de la chaudière juste avant l'explosion. Mais rien ne fut jamais prouvé. Dans les années qui suivirent, Robert se rapprocha d'Amélie et de la petite Chloé. Il devint le père de substitution parfait, attentionné et aimant. Mais derrière ce masque de bonté se cachait un homme rongé par l'ambition et la cupidité. Un soir, alors que Chloé était couchée, Robert confronta Amélie dans la cuisine. « Je sais que tu as des doutes sur moi, dit-il d'une voix basse et menaçante. Mais n'oublie pas que je suis tout ce qu'il reste à Chloé comme figure paternelle. » Amélie, pâle et tremblante, acquiesça. « Je ne dirai rien, Robert. Pour le bien de Chloé. » Mais ce qu'Amélie ignorait,
c'est que Robert avait déjà commencé à élaborer un plan. Un plan qui lui permettrait enfin de mettre la main sur la fortune des Lefebvre, quitte à éliminer les derniers obstacles sur sa route. Alors qu'il regardait par la fenêtre, observant les lumières de Paris scintiller dans la nuit, Robert murmura pour lui-même, « Bientôt, très bientôt, tout cela sera à moi. Et personne, pas même cette petite peste de Chloé, ne pourra m'en empêcher. » Le passé obscur de Robert était sur le point de rattraper le présent, avec des conséquences dévastatrices pour tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. La tragédie qui allait frapper la famille Dubois n'était que le début d'une sombre machination, orchestrée depuis des années par un homme consumé par la jalousie et l'avidité. L'église Saint-Sulpice, majestueuse au cœur de Paris, était plongée dans un silence pesant. L'odeur entêtante des lys et des roses blanches flottait dans l'air, se mêlant à celle de l'encens. Le cercueil d'Amélie Dubois, drapé d'un linceul de soie blanche, trônait devant l'autel, entouré de bougies vacillantes. Chloé, vêtue d'une robe noire qui contrastait cruellement avec sa peau pâle, se tenait droite comme une statue, ses yeux rougis fixés sur le visage serein de sa mère. Elle n'avait pas versé une larme depuis le début de la cérémonie, comme si toute émotion avait été drainée de son petit corps. À ses côtés, sa grand-mère, Madame Dupont, sanglotait doucement, son mouchoir en dentelle pressé contre ses lèvres tremblantes. « Ma petite Amélie, murmurait-elle entre deux sanglots, ma pauvre petite fille. » Robert, le visage ravagé par le chagrin, se tenait de l'autre côté du cercueil. Ses yeux ne quittaient pas le visage d'Amélie, et de temps en temps, un gémissement s'échappait de ses lèvres. « Elle était si jeune, murmura une voisine à son mari. Et cette pauvre petite, orpheline si jeune. » Chloé entendait ces murmures, ces condoléances chuchotées, mais elle glissait sur elle sans l'atteindre. Son esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs des derniers moments passés avec sa mère. Soudain, elle sentit le besoin pressant de s'éloigner, de respirer. « Grand-mère, chuchota-t-elle, je vais aux toilettes. » Madame Dupont hocha la tête, caressant doucement les cheveux de sa petite fille. « Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. » Chloé se faufila entre les rangées de bancs, ignorant les regards compatissants qui la suivaient. Elle sortit de l'église, l'air frais de l'extérieur la frappant comme une gifle. Elle prit une profonde inspiration, sentant pour la première fois depuis des jours ses poumons se remplir complètement. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un petit café de l'autre côté de la rue. Le même café où sa mère l'emmenait après l'école pour déguster des chocolats chauds et des croissants. Un souvenir doux amer l'envahit, et avant même de s'en rendre compte, elle traversait la rue. Le carillon de la porte tinta doucement lorsqu'elle entra. Le propriétaire, Monsieur Leroy, leva les yeux et son visage s'adoucit en reconnaissant la petite fille. « Ah, Chloé, dit-il doucement. Je suis tellement désolé pour ta maman. C'était une femme merveilleuse. » Chloé hocha simplement la tête, incapable de parler. Monsieur Leroy comprit. Sans un mot, il prépara un chocolat chaud et le posa devant elle, accompagné d'un croissant tout chaud. « C'est la maison qui offre, dit-il avec un sourire triste. » Chloé but une gorgée de chocolat, laissant la chaleur réconfortante se répandre dans son corps. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit presque normale. Après quelques minutes, elle se leva, remerciant Monsieur Leroy d'un petit sourire, et retourna à l'église. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle s'arrêta net. Par la porte entr'ouverte, elle pouvait voir Robert, toujours près du cercueil. Il pleurait, ses épaules secouées de sanglots. Chloé hésita. Une partie d'elle voulait le réconforter, mais une autre partie qu'elle ne comprenait pas vraiment, la retenait. C'est alors qu'elle le vit faire un geste qui allait tout changer. Robert leva sa main pour essuyer ses larmes, et c'est là que Chloé le vit. Un éclat brillant à son doigt. Une bague. Mais pas n'importe quelle bague. Son cœur se mit à battre la chamade. Cette bague, elle la connaissait. C'était celle que sa mère lui avait montrée en secret, quelques jours avant sa mort. Une bague qu'Amélie avait achetée pour une femme dans le besoin, et qu'elle avait cachée dans un compartiment secret de son sac à main. « Comment ?» murmura Chloé, son esprit tournant à toute vitesse. Soudain, tout devint clair. Les regards furtifs entre sa mère et Robert ces derniers temps. Les conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès qu'elle entrait dans la pièce. L'étrange appel téléphonique que sa mère avait reçu la veille de sa mort. Une vague de nausée submergea Chloé. Non, ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond d'elle, elle savait.
Elle savait que quelque chose de terrible s'était produit. Quelque chose qui impliquait Robert et la mort de sa mère. Sans réfléchir, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Chloé poussa la porte de l'église et se mit à courir vers le cercueil. « Assassin !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Robert. « Tu as tué ma mère !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille, puis vers Robert, dont le visage était devenu livide. « CH Chloé, balbutia-t-il, ma chérie, de quoi parles-tu » Mais Chloé ne l'écoutait plus. Les larmes qu'elle avait retenues depuis des jours coulaient maintenant librement sur ses joues. « La bague » cria-t-elle. « C'était le cadeau secret de maman. Comment peux-tu l'avoir si tu ne l'as pas tuée » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Madame Dupont s'avança, le visage pâle. « Chloé, ma chérie, calme-toi. » Mais il était trop tard. La vérité, aussi terrible soit-elle, venait d'éclater au grand jour. Et rien ne serait plus jamais comme avant. L'église Saint-Sulpice, autrefois silencieuse et solennelle, explosa dans un chaos de voix et de mouvements. Les invités se levèrent de leurs bancs, certains chuchotant frénétiquement, d'autres fixant Robert avec des yeux accusateurs. Au milieu de cette tempête, Chloé se tenait droite, ses yeux brillants de larmes et de colère fixés sur son beau-père. Robert, le visage blême, tenta de garder son calme. « Chloé, ma chérie, dit-il d'une voix tremblante, tu ne sais pas ce que tu dis. Le chagrin te fait dire des choses insensées. » Mais Chloé ne recula pas, non, cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'église. « Je sais ce que j'ai vu. Cette bague. Maman me l'a montrée il y a quelques jours. Elle l'avait cachée dans son sac. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Madame Dupont s'avança, posant une main tremblante sur l'épaule de sa petite fille. « Chloé, ma chérie, calme-toi. Ce n'est ni le lieu ni le moment. » Mais Chloé se dégagea brusquement. « Non, grand-mère. Tu ne comprends pas. Il a tué maman. » Robert fit un pas en avant, son visage passant de la pâleur à une colère croissante. « Ça suffit, Chloé, gronda-t-il. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Cette bague, ta mère me l'a donnée. C'était un cadeau. » « Menteur, hurla Chloé, ses poings serrés. Maman n'aurait jamais fait ça. Elle voulait la donner à une femme dans le besoin. Soudain, une voix s'éleva de l'assemblée. C'était Monsieur Leroy, le propriétaire du café. « C'est vrai, dit-il, s'avançant lentement. Amélie est venue me voir il y a quelques jours. Elle m'a parlé de cette bague. Elle voulait la donner à ma femme, qui traverse une période difficile. » Le visage de Robert se décomposa. Il regarda autour de lui, comme un animal traqué. « Vous ne comprenez pas, balbutia-t-il. J'aimais Amélie. Je n'aurais jamais. » Mais ses protestations furent interrompues par l'arrivée soudaine de deux hommes en costume sombre. L'un d'eux s'avança, montrant une insigne. « Inspecteur Dubois, se présenta-t-il. Nous avons quelques questions à vous poser, monsieur Mercier. » Robert recula, la panique visible dans ses yeux. « Non, non, vous ne comprenez pas. C'était un accident. Je ne voulais pas. » Ces mots provoquèrent un nouveau tumulte dans l'église. Chloé sentit ses jambes faiblir, et elle serait tombée si sa grand-mère ne l'avait pas rattrapée. L'inspecteur Dubois s'approcha de Robert, son visage grave. « Monsieur Mercier, je vous arrête pour le meurtre d'Amélie Dubois. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Alors que les policiers menottaient Robert, celui-ci sembla perdre tout contrôle. « Vous ne comprenez pas, hurla-t-il. Tout devait être à moi. Étienne m'avait tout volé, et maintenant cette gamine allait tout hériter. » Ces mots résonnèrent dans l'église, choquant tous les présents. Chloé, tremblante, s'accrocha à sa grand-mère. « Grand-mère, murmura-t-elle, de quoi parle-t-il » Madame Dupont, le visage pâle, serra sa petite fille contre elle. « Oh, ma chérie, dit-elle doucement, il y a tant de choses que tu ignores encore. » Pendant ce temps, Robert continuait à crier alors qu'on l'emmenait. Elle allait tout découvrir. Je n'avais pas le choix. Cette fortune me revenait de droit. L'inspecteur Dubois se tourna vers Chloé et sa grand-mère. « Mesdames, dit-il doucement, j'aurais quelques questions à vous poser, si vous vous en sentez capable. » Chloé hocha la tête, se redressant malgré ses larmes. «
Je veux savoir la vérité, dit-elle d'une voix ferme. Je veux savoir pourquoi ma mère est morte. Alors que Robert était emmené, hurlant et se débattant, Chloé sentit une étrange sensation l'envahir. C'était un mélange de chagrin, de colère, mais aussi de soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin révélée. Monsieur le roi s'approcha doucement de Chloé et de sa grand-mère. « Je suis désolé, dit-il doucement. Amélie était une femme extraordinaire. Elle ne méritait pas ça. » Chloé leva les yeux vers lui, une nouvelle détermination brillant dans son regard. « Non, elle ne le méritait pas, dit-elle. Et je vais m'assurer que justice soit faite. » Alors que l'église se vidait lentement, Chloé resta près du cercueil de sa mère, tenant la main de sa grand-mère. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, remplis de questions et de révélations douloureuses. Mais elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Car au milieu de ce chaos, une chose était claire, l'amour de sa mère avait été réel, et c'est cet amour qui lui donnerait la force de continuer. Les jours qui suivirent l'arrestation de Robert furent un tourbillon d'interrogatoires, de révélations choquantes et de douleurs pour Chloé. L'inspecteur Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années au visage bienveillant, avait pris l'affaire en main personnellement, touché par l'histoire de cette petite fille courageuse. Dans un bureau austère du commissariat du 6e arrondissement, Chloé était assise, sa grand-mère à ses côtés, face à l'inspecteur Dubois. « Mademoiselle Chloé, commença-t-il doucement, je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous me raconter tout ce que vous savez sur votre beau-père » Chloé prit une profonde inspiration. « Il a toujours été gentil avec moi, dit-elle, sa voix tremblante. Mais parfois, je voyais maman le regarder d'une façon étrange, comme si elle avait peur. » L'inspecteur hocha la tête, prenant des notes. « Et cette bague ? Pouvez-vous m'en dire plus ?» Chloé raconta alors l'histoire de la bague, comment sa mère la lui avait montrée en secret, son intention de la donner à une femme dans le besoin. À mesure qu'elle parlait, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Pendant ce temps, dans une cellule de détention, Robert craquait sous la pression. Face à l'évidence des preuves contre lui, il finit par tout avouer. « Je n'avais pas le choix, cria-t-il, les yeux fous. Étienne m'avait tout volé. Cette fortune aurait dû être à moi. » L'histoire qui émergea était un tissu de jalousie, de cupidité et de trahison. Robert, cousin d'Étienne, le père biologique de Chloé, avait toujours vécu dans l'ombre de ce dernier. Quand Étienne était mort dans un accident à l'usine, Robert avait vu sa chance de s'emparer de la fortune familiale. Il avait épousé Amélie, jouant le rôle du mari et du père parfait, tout en complotant pour éliminer les derniers obstacles à son plan. Mais Amélie avait commencé à avoir des soupçons. La bague était en fait un micro-enregistreur qu'elle avait acheté pour recueillir des preuves contre Robert. Elle allait tout découvrir, sanglota Robert. Je n'avais pas le choix. Quand l'inspecteur Dubois révéla ces faits à Chloé et à sa grand-mère, le choc fut immense. Oh, ma pauvre Amélie, gémit Madame Dupont, serrant Chloé contre elle. Elle essayait de nous protéger jusqu'à la fin. Chloé, malgré ses larmes, sentit une nouvelle détermination naître en elle. Maman était une héroïne, dit-elle fermement. Elle ne s'est jamais laissée abattre, même face au danger. Les jours suivants furent consacrés à démêler le complexe écheveau financier que Robert avait tissé. Il s'avéra qu'une grande partie de la fortune d'Étienne, destinée à Chloé, avait été détournée par Robert au fil des ans. L'avocat de la famille, Maître Leclerc, un homme âgé aux yeux pétillants d'intelligence, travailla sans relâche pour récupérer les biens de Chloé. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, dit-il à Chloé lors d'une réunion. Nous ferons en sorte que l'héritage de votre père vous soit restitué dans son intégralité. » Le procès de Robert fut rapide et sans appel. Reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de détournement de fonds, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le jour du verdict, Chloé était présente au tribunal, tenant fermement la main de sa grand-mère. Quand le juge prononça la sentence, un murmure parcourut la salle. Robert, pâle et défait, tourna son regard vers Chloé. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Chloé le regarda droit dans les yeux, son jeune visage empreint d'une sagesse au-delà de son âge. « Je ne vous pardonne pas, dit-elle calmement. Mais je ne vous haïrai pas non plus. Ma mère n'aurait pas voulu ça. » Alors que Robert était emmené, Chloé se tourna vers sa grand-mère. « C'est fini, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Madame Dupont caressa tendrement les cheveux de sa petite fille. « Oui,
Ma chérie. C'est fini. Et maintenant, nous allons honorer la mémoire de ta mère en vivant la vie qu'elle aurait voulu pour toi. Dans les mois qui suivirent, Chloé et sa grand-mère durent apprendre à naviguer dans leur nouvelle réalité. La fortune récupérée fut placée dans un trust jusqu'à la majorité de Chloé, géré par Maître Leclerc sous la supervision de Madame Dupont. Chloé retourna à l'école, déterminée à rendre sa mère fière. Chaque dimanche, elle se rendait sur la tombe d'Amélie, lui racontant sa semaine, ses espoirs, ses peurs. Un jour, alors qu'elle déposait des fleurs sur la pierre tombale, Chloé murmura « Tu avais raison, maman. » La vérité finit toujours par triompher. « Je t'aime, et je te promets de vivre une vie dont tu serais fière. » Alors qu'elle se relevait, Chloé aperçut l'inspecteur Dubois qui l'attendait à distance respectueuse. Il lui fit un petit signe de la main, un geste de soutien silencieux qui signifiait plus que des mots. Chloé lui sourit en retour, sentant pour la première fois depuis longtemps un sentiment de paix l'envahir. La vérité avait éclaté, justice avait été rendue, et maintenant, enfin, elle pouvait commencer à guérir et à construire son avenir. Alors qu'elle quittait le cimetière main dans la main avec sa grand-mère, Chloé savait que le chemin serait long et parfois difficile. Mais elle était prête à l'affronter, forte de l'amour de sa mère et de la vérité enfin révélée. Car comme sa mère le lui avait toujours dit, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge.